local à l'honneur avec notre invité Christian Calvez, le président de la communauté de communes du pays des Abers. Portrait d'un homme, histoire d'une vie. Il va nous parler de son identité, d'homme politique du terroir, l'identité aussi. Christian Calvez est fils de paysan. Christian Calvez, bonjour. Bonjour. Content de vous recevoir à l'invitation de notre président Gérard Mitrovic. Christian Calvez, vous avez 64 ans, marié, 3 enfants, 2 petits-enfants, en plus des enfants qui sont à Paris, Marseille et Pékin. On voyage chez les Calvez. Vous êtes retraité de la fonction publique, vous avez été cadre à la ville de Brest et à la communauté de communes de la ville de Brest. Homme politique aussi, maire de Plouvien, on va en parler, depuis 1995, 2 vice-présidences au niveau de la communauté de communes du pays des Abers et votre deuxième mandat. Vous avez été élu en 2008 jusqu'en 2014 et là c'est votre deuxième mandat 2014 à 2020. Et puis on salue notre ami Louis Cause qui a fait 3 mandats et on va parler avant de parler et de présenter votre communauté de communes, on va parler un tout petit peu de votre vie. Cadre à la ville de Brest, et vous avez des bons souvenirs. Oui, j'ai beaucoup aimé ce travail, d'abord parce que l'intérêt public m'a toujours intéressé. Que j'ai commencé à 23 ans comme chef de cabinet de Georges Lombard. Donc, c'était une ouverture vers un homme politique exceptionnel et puis un monde politique local que j'ai appris à aimer, qui est souvent un peu discrédité, à mon avis, à tort. Puis, j'ai eu des responsabilités administratives avec différentes directions, direction des ressources humaines, direction de l'éducation, de l'enfance, de l'action socioculturelle et pour finir, la direction des sports, notamment. J'étais dans l'équipe qui a organisé en 2008, il y aura bientôt 10 ans, le grand départ du Tour de France de Brest. De l'autre côté, je suis maire de Plouvien depuis 1995. Alors c'est venu comment ? Alors, je suis natif de Plouvien et vraiment viscéralement attaché à cette commune. Je suis souvent assez tolérant par rapport à ce qu'on dit, mais je ne supporte pas qu'on dise du mal de Plouvien, donc j'espère que vous allez en tenir compte. Donc j'ai habité Brest au début de ma carrière administrative et puis je suis revenu avec mon épouse également originaire de Plouvien. On a construit dans la commune et puis, ma foi, je me suis porté candidat sur une liste qui me plaisait bien. J'ai été élu de manière un tout petit peu difficile en 1983 et depuis j'ai eu la chance d'être plutôt bien élu ou réélu et d'ailleurs Plouvien a une caractéristique que je ne retrouve pas ailleurs, c'est que lors des 3 dernières consultations électorales, nous avons été, avec ma liste, seul candidat. Donc c'est la seule commune que je connaisse de plus de 3500 habitants où 3 fois de rang, il n'y a pas de liste d'opposition. De là à ce qu'on m'accuse d'être un dictateur, je ne crois pas, mais en tout cas c'est un constat et je pense qu'on essaie modestement, aussi avec le sourire, de répondre aux besoins de la population de Plouvien. Tout à l'heure, je disais, fils de paysan, c'est important pour vous ? Oui, parce que d'abord, j'ai beaucoup aimé voir et participer modestement à ce travail que je trouve qu'aujourd'hui, avoir une connaissance, même pas parfaite, mais en tout cas une bonne connaissance des problématiques agricoles. C'est à la fois le résultat de mes lectures, c'est le résultat des échanges que j'ai avec les agriculteurs et leurs représentants, mais c'est aussi viscéralement le travail de la terre, l'élevage que j'ai connu auprès de mes parents, de mes frères et sœurs quand j'étais enfant. Je vous remercie, Christian Calvez. On se retrouve bien entendu dans un instant. Notre invité, Christian Calvez, le président de la communauté de communes du pays des Abers. Christian Calvez, on va parler de cette communauté de communes du pays des Abers. L'identité de cette communauté de communes, tout a démarré en 1993. Oui,
Alors, on a commencé, c'était d'ailleurs, c'est très ancien, puisque avec M. Depoule-Piquet, ancien député, M. Louis Goisduve, qui était maire de Plabennec, par la création d'un CIVOM au niveau du canton de Plabennec sur des préoccupations qui étaient des préoccupations importante, mais je dirais très concrète, acheter un tractopelle, toutes les communes ne pouvaient pas le faire, assurer la collecte des déchets, les mettre en décharge, il y a encore des trous qui restent dans le secteur de Plabennec. Et puis, on s'est rendu compte des limites de ce système de syndicats à vocation multiple, et donc la création de la communauté de communes avec une fiscalité directe sur la population, avec une augmentation des compétences, est venu assez naturellement en 1993 avec la proposition donc de Louis Causse de transformer ce CIVOM en communauté de communes. Et puis il y a eu un moment, et d'ailleurs on a sans doute anticipé la dernière législation, puisque le syndicat d'équipement des Aber, qui regroupait les communes de Lannilis, Plouguerneau, Landéda et Tréglenoux, a souhaité aussi se mettre en communauté de communes, et qu'on s'est dit que peut-être ce serait intéressant pour nous, communauté de Plabennec, d'avoir une façade maritime avec tous les avantages que ça représentait en qualité du littoral, en tourisme, et puis pour ce syndicat d'avoir des communes qui étaient plus proches de la région brestoise et donc qui sur le plan économique pouvaient être attractives. Alors ça, c'était en 97. C'était en 97, et on y a joint la commune de Saint-Pabu et de Plouguin qui sollicitaient d'adhérer soit au Pays d'Irois, soit au Pays des Aber. On fait le choix de venir au Pays des Aber, et je pense qu'aujourd'hui, les équipes municipales de ces communes ne le regrettent pas. Donc on s'est retrouvé à 13 communes, avec au départ, et ça a toujours été la position de Louis Causse, de dire on va y aller de manière progressive. Qu'est-ce qu'on fait mieux ensemble ? Si on ne peut pas apporter la démonstration qu'on fera mieux ou moins cher les choses ensemble, c'est pas la peine de les faire. Et donc ce côté très concret que Louis Causse a donné à son mandat, j'essaye de le poursuivre et puis de le développer avec une législation qui est en forte évolution. L'exemple, c'est que au-delà de la collecte et du traitement des déchets ménagers, au-delà d'un certain nombre de compétences de base, de voirie et d'élagage. Aujourd'hui, on a par exemple la responsabilité en matière de zone d'activité économique qui nous a été imposée par la loi, en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Et puis on a fait le choix aussi, et c'est un très gros dossier qu'on a en cours actuellement, d'anticiper le transfert des compétences en matière d'eau et d'assainissement qui vont être transférées à la communauté de communes à partir du 1er janvier 2018 et non pas au 1er janvier 2020 comme la loi l'impose. Alors on voit aussi en 2009, la communauté de communes change de nom. Oui, moi j'en remercie les élus de l'époque de la commune de Plabennec, puisque la communauté de communes s'appelait communauté de communes de Plabennec et des Aber. Et comme voilà. Nous, les Nevins, Côte des Légendes. Voilà, bon, le choix a été fait. Je sais qu'il y avait un certain nombre de réserves en disant mais est-ce que Plabennec était vraiment le pays des Aber ? Toujours est-il que voilà, ça a été accepté à l'unanimité. Puis aujourd'hui, on avait simplement comme exigence qu'on s'était fixé de ne pas changer les initiales. L'acronyme donc on est resté CCPA. Plabennec a été remplacé par pays, et aujourd'hui je me rends compte que comme la Côte des Légendes d'un côté, comme le Pays d'Iroise, le Pays des Aber, c'est extrêmement porteur sur le plan de l'image et sur le plan touristique, et j'en suis très très heureux. Donc voilà, maintenant on va rester là. Je sais que nos amis de l'Esnevin ont changé aussi l'acronyme communauté de l'Esnevin Côte des Légendes. Je pense qu'il faut que ce soit simple, facile à identifier. Vous parliez d'identité par la population. Et puis voilà, maintenant, c'est un dossier dont on ne parlera plus, j'espère, pendant les 50 ans qui viennent. Alors, on voit 13 communes. Nous, on en avait 15, mais il y a eu fusion entre deux communes, Brignogan et Pogny-Bourg-13, donc 14. Nombre d'habitants chez nous, c'est 32 000 et des poussières. Et vous, c'est plus de 41 000. Oui.
C'est important. Je crois même que c'est 40 957. Donc vous voyez, mais voilà, depuis les dernières statistiques, je pense qu'on a dépassé les 41 000. C'est vrai qu'on a... Ça fait une grosse communauté de communes. C'est une grosse communauté, mais c'est à peu près la taille critique à partir de laquelle on peut faire des choses. C'est Landerneau et le Pays d'Iroise ont un peu moins de 50 000. L'Esnevin, Côte des Légendes, a un peu plus de 30 000. Nous, on a un peu plus de 40 000. La loi impose que, sauf dans des cas particuliers, on ait au moins 15 000. Il me semble que ce nombre de 40 000 permet de faire des choses. On a aussi une caractéristique particulière, c'est qu'on est une communauté dans laquelle la moitié des communes ont plus de 3 500 habitants. Ouais. Et donc, elles ont déjà une capacité financière, des moyens techniques, un nombre d'habitants qui leur permet de faire des choses toutes seules ou bien en lien avec une commune voisine. Plouvien peut travailler avec Locbrévalère, la Dilis avec Tréglenoux. J'aime bien Locbrévalère. Parce que c'est la plus petite, donc c'est la plus belle. C'est la plus petite. Il y a combien d'habitants ? Il y a un peu moins de 200 habitants. Oui. Tout à fait. Je vous laisse continuer. Donc, on leur a proposé d'ailleurs une fusion, mais ils ont choisi pour le moment de ne pas y donner suite en ce qui concerne Plouvien. Et donc, cette communauté de 40 000 habitants qui a de plus en plus de compétences a un défi de faire en sorte que ces compétences ne soient faites en étroite concertation avec les communes, avec leurs élus, de telle façon que les maires, même si on a la chance avec 13 communes d'avoir un bureau dans lequel toutes les communes sont représentées, parce que c'est au bureau quand même que sont approfondis tous les dossiers après le travail en commission et avant les décisions qui sont prises dans le conseil de communauté qui lui compte 45 membres et donc moi j'essaye de veiller à ce qu'on n'impose pas des choses aux communes, aux habitants sans qu'il y ait au moins une information et une concertation préalable. Après, il y a des commissions. Il y a des commissions qui y travaillent, mais l'exemple, c'est la collecte des déchets. Quelquefois, je constate qu'il y a 21 000 foyers sur le pays des Abers. Il y a 21 000 manières de concevoir la bonne organisation de la collecte. Il y a des gens qui trient énormément, qui sont étonnés qu'on passe tous les 15 jours. Il y en a qui pensent qu'on devrait passer tous les jours. Il y en a qui trouvent que dans les bourgs, c'est pas bien fait. D'autres que c'est à la campagne, d'autres que c'est sur le littoral. Et tout le monde trouve que de toute façon, c'est trop cher, même si on est sans doute les moins chers. Je crois qu'on est les deuxièmes moins chers sur le département. Et donc, il faut beaucoup de concertation, beaucoup d'explications et apporter une réponse inévitablement collective, parce qu'on ne va pas dire « Ah ben, monsieur Dupont, vous ne produisez que tous les mois, donc le camion ne va passer que tous les mois chez vous. Par contre, à côté, ils ne trient pas et ils veulent qu'on passe toutes les 2 fois par semaine. » Donc, il faut qu'on explique, on n'explique peut-être pas suffisamment et que la population, à défaut de nous applaudir, on n'attend quand même pas ça, mais au moins admette que cette solution collective est sans doute la meilleure ou la moins mauvaise dans la situation actuelle par rapport aux besoins dans ce domaine, mais c'est pareil dans tous les autres domaines. Alors, je vois, Christian Calvez, vous parlez du tri sélectif. Quand je regarde votre bureau, il y a 8 vice-présidents, ça veut dire il y a 8 compétences ? Non, il y a des compétences. Il y a par exemple le premier vice-président qui est en charge des ressources humaines et puis des finances. Voilà, c'est toutes les collectivités, que ce soit des communes ou des communautés de communes, ont ces compétences. Après, il y a les déchets, il y a l'environnement, il y a l'économie, il y a les travaux. Donc les travaux aussi couvrent l'ensemble des compétences de la communauté. Donc c'est le rôle du vice-président. Il a une délégation du président. C'est lui aussi qui préside les commissions. C'est lui qui prépare le travail. Et surtout, ce qui est important, c'est que les vice-présidents, comme les adjoints au maire, sont porteurs de l'ensemble d'une politique. Et donc, ils ont une spécialité, des compétences particulières dans le domaine, par exemple, de l'environnement et puis des déchets ou du service d'assainissement non collectif ou bientôt de l'assainissement collectif. C'est un élément d'un tout. Et donc, je veille, j'essaye, c'est pas toujours simple, mais je pense qu'on y réussit, à ce que chacun se rende compte
que dans la compétence qu'il a en responsabilité, il prenne en compte les obligations qu'on s'est données. Si on dit on ne va pas augmenter les impôts, on va augmenter les tarifs que du montant de l'inflation, ça ne permet pas de tout faire. Et si un vice-président, ce qui n'est jamais arrivé, disait moi de toute façon ce dont je m'occupe c'est le plus important et puis j'en ai rien à faire de tout le reste, évidemment ça ne marcherait pas. Donc on a vraiment besoin de ce travail d'échange, de concertation, de discussion, de compromis, parce que la vie publique, comme la vie familiale, c'est souvent le résultat d'un compromis ou de compromis. Vous êtes un médiateur alors, Président ? Je trouve qu'il y a ce rôle, quelquefois un médiateur, quelquefois un modérateur, quelquefois aussi quelqu'un, un booster qui dit mais dans ce domaine on prend du retard, il faut qu'on y aille. En tout cas, moi j'essaye de veiller à ce que d'abord ce soit les vrais problèmes qui soient évoqués sans arrière-pensée, sans que chacun se dise oui mais si je vote dans tel sens, qu'est-ce qui va se passer, et surtout avec des élus, y compris moi-même, qui sont issus d'un vote d'une petite partie de la population de la communauté. C'est compliqué de porter l'intérêt général de 40 000 habitants. Moi, j'ai été élu comme maire d'une commune de 3 800 habitants. Ensuite, élu, il y a le système de fléchage, mais choisi donc avec un certain nombre de conseillers municipaux pour représenter la commune au sein de la communauté. Mais quand j'arrive à la communauté, je ne suis plus porteur des intérêts de ma commune. Je suis porteur de l'ensemble des intérêts de la communauté, que les gens soient vieux ou jeunes, qu'ils soient riches ou pauvres, et puis ou qu'ils habitent sur le littoral, dans les bourgs, ou bien dans des campagnes qui ne sont pas reculées chez nous, mais qui peuvent être quand même éloignées des bourgs. Et ça, c'est à la fois ce qui est passionnant dans notre travail, mais qui oblige aussi à être très attentif aux aspirations, à l'expression des uns et des autres, qui n'est pas toujours simple, mais c'est la vie. Alors on voit, vous êtes très présent, avec Gilles Fallin, il y avait le développement de la Sille, etc. Vous avez même changé le littoral au niveau de cette commune. C'est pas facile aussi tout ça. Alors, la loi littorale, alors, tout le monde le dit, c'est une bonne chose. Et je pense que son adoption en 1986 a permis d'éviter que l'ensemble de notre littoral soit bétonné. Elle a un certain nombre de points faibles qui sont notamment qu'elle s'applique à l'ensemble d'un territoire communal et que donc cette notion de continuité de l'urbanisation aboutit quelquefois à des bonnes choses, mais aussi à des choses aussi aberrantes que l'annulation du permis de construire des éoliennes de Plouvien. Ouais. Le Conseil d'État, qui est la plus haute autorité juridictionnelle en France avec la Cour de cassation, disant il aurait fallu qu'elle soit construite entre l'église et la mairie, ce qui est... Alors eux, ils disent, nous, on applique la loi, c'est la loi qui prévoit cela. Et de la même manière, la Sille devait construire sa tour de séchage sans qu'il y ait entre l'entreprise actuelle et puis cette tour une coupure d'urbanisation avec quelques mètres de forêt. C'est curieux parce que la chaufferie de la Sille est construite exactement dans les mêmes conditions qui étaient prévues la tour de séchage, et les tribunaux administratifs ont donné accord, n'ont pas annulé, même bien qu'il y ait eu des recours. Donc nous, on s'est dit, est-ce que la loi littorale présente des avantages suffisants pour qu'on la maintienne au détriment du développement économique ? Je rappelle que la tour de séchage, c'était 70 emplois supplémentaires sur le territoire de Plouvien, puis sur le pays des Abers. Donc on a fait ce choix de sortir de la loi littorale, qui est unique et qui, à mon avis, se reproduira plus jamais en France. Il y avait 1221 communes qui étaient concernées par la loi littorale. Aujourd'hui, il y en a 1220. Plouvien n'est plus. Le résultat, c'est que les éoliennes ont fait l'objet d'un nouveau permis de construire. Je vous rassure, il a été aussitôt attaqué déjà, mais je pense avec peu de chance qu'on les voit démantelés dans les années ou décennies qui viennent. Et puis, on a dit à Gilles Fallin que sa tour de séchage, il pouvait de nouveau la construire sur le territoire donc de Plouvien. Alors, l'entreprise, aujourd'hui, a d'autres projets, soit à Guy Pava, soit ailleurs. Moi, je souhaite surtout que cette très très belle entreprise se développe. Si c'est à Plouvien, ce sera mieux. Ce sera encore mieux. Mais la tour de séchage peut éventuellement être mise ailleurs. Mais c'est une très très belle entreprise et je pense que les 8 hectares qui aujourd'hui sont constructibles, qui sont propriété de la Sille, vont de toute façon accueillir
d'autres types d'activités, si ce n'est pas la tour de séchage. En tout cas, c'est le vœu que j'aimais, et Gilles Fallin m'a affirmé que c'était aussi l'intention de cette entreprise et de son PDG. C'est vrai que la loi littorale, c'est difficile parfois. Je me rappelle une anecdote, il y a une dizaine d'années, il y a eu une grande messe à l'Anilis. Il y avait un groupement de ports qui avait monté un projet, même acheté le terrain pour recycler le lisier, des huiles venues de Douarnenez. Le préfet même était venu pour mettre la première pierre. Monsieur Schmitt. Et oui, et patatras, ça s'est pas fait. Et là aussi, il y avait de l'emploi. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut sacrifier l'environnement à l'emploi. Les choses doivent être extrêmement claires. Je voyais mal motif. Voilà. Alors, ce projet LSE a été effectivement annulé pour des raisons un petit peu obscures. Est-ce que ce type de traitement des lisiers, comme Val-Ouest à Milizac, était adapté? Voilà, il y a eu... Bon, on prend acte. Nous, on est d'abord des démocrates lorsqu'il y a une décision d'un tribunal administratif où on fait appel. Éventuellement jusqu'au Conseil d'État, ou bien on respecte cela. Je crois effectivement qu'il faut faire attention à ce que l'on ne devienne pas, comme le souhait, même si personne ne l'exprime, une espèce de réserve d'Indiens réservée aux résidences secondaires et aux vieux, et d'où tout emploi disparaîtrait progressivement, parce que aujourd'hui des gens ont attaqué le projet de la CIL. Demain, ça va être les éventuelles pollutions de l'activité agricole. Après, ça va être le bruit provoqué par un voisin. Voilà, on vit ensemble, on doit être solidaires les uns des autres. Et la question de l'économie et de l'emploi est évidemment au centre de nos préoccupations, de nos objectifs, parce que s'il n'y a plus d'emploi, il y aura au début éventuellement des vieux qui deviendront des vieillards qui vont être contents, sauf que s'il n'y a plus d'emploi, il n'y aura plus de boulangerie, il n'y aura plus de magasins, il n'y aura plus personne, et donc ce sera cette réserve et donc dont aucun élu, me semble-t-il, ne veut, en tout cas ni sur le pays des Abers, ni sur le pays de Brest, où on se bat vraiment pour que notre région non seulement conserve mais développe les emplois. Après, il y a des règles, on ne peut pas le faire n'importe où, et on doit avoir, par exemple, la préoccupation de densifier un petit peu à la fois l'habitat, mais aussi que les activités économiques puissent être plus denses qu'elles ne le sont aujourd'hui. Il y a aussi l'unisson des communautés de communes, ça a été le cas avec un projet de la Côte des Légendes sur le Spadium, la piscine. Ah, tout à fait. Ça, je pense que c'est ma plus grande fierté de mon premier mandat de président de la communauté de communes. On a hésité, la piscine à Plabennec, c'est à côté du stade, voilà, etc. Là, c'est l'exemple type d'une décision qui, me semble-t-il, a été très très bonne, à la fois sur le plan financier, parce que sinon on aurait été obligé de fortement augmenter les impôts, à la fois sur le pays des Abers, mais aussi sur le pays de l'Esnovac-Côte des Légendes. Et puis, ce que je constate, c'est que par rapport au temps qui est mis à la disposition des élèves des écoles du pays de l'Esnovac-Côte des Légendes et du pays des Abers, ce temps est utilisé à 86%. Ce qui est bien, ce qui est très très bien. Mais imaginez, il y aurait eu 2, voire 3 piscines, parce que sur le pays des Abers, on me proposait une à Plabennec, une autre à l'Anilis. Ça aurait été utilisé à 30 ou à 45% de ses capacités. Ça aurait été une mauvaise décision, et une décision en plus qui serait probablement rentrée dans les mœurs, dont certains se seraient gargarisés en disant, vous voyez, au lieu d'avoir une piscine à 10 km, on en a une à 3 km. Hormis des élèves et même aujourd'hui des élèves à partir d'1 kilomètre, il faut prendre le car. Ça dure 10 minutes de plus, mais quand même, on a un outil d'extrême qualité, de bonne taille, très moderne, qui valorise. Le fait est que c'était à l'Esnova et que moi, je n'ai pas du tout contesté le fait qu'il soit reconstruit à l'Esnova. On avait vu cette affaire avec Joël Marchadour, précédent président donc de la communauté de communes. Et vraiment, et c'est ce type de décision qui peut paraître aujourd'hui, lorsqu'elle est prise comme un peu injuste au nom de la défense de ces petits intérêts particuliers qui finalement démontrent qu'il faut qu'on se projette, qu'on essaie de voir aussi
ce qu'on demande aux gens, aujourd'hui, les gens disent « moi, je veux bien payer des impôts si c'est utile ». Et là, non seulement ça aurait été inutile, mais ça aurait été pernicieux parce qu'on n'aurait pas pu entretenir, même si c'est délégué à une société d'ailleurs qui démontre ses capacités et ses qualités, on n'aurait pas pu les entretenir dans les mêmes conditions. Donc vraiment, c'est vraiment une bonne décision et dont je suis fier et dont tout le monde reconnaît d'ailleurs aujourd'hui que c'était la décision à prendre. Alors on voit l'unisson de deux communautés de communes, c'est aussi se battre contre l'ogre brestois. Alors je ne suis pas du tout d'accord avec cette formule d'ogre brestois. Est-ce que les communautés de communes arrivent à garder son identité? Voilà. Bon. Ce que vous appelez l'ogre brestois, c'est quoi? C'est l'université. Ouais. C'est le centre hospitalier universitaire. C'est l'aéroport. C'est la gare SNCF. Si on n'avait pas ça, et quelquefois quand j'entends des élus... Et la métropole. Oui, enfin, ça c'est des services. Ouais. Lorsque nos enfants ont passé le bac, on ne va pas leur dire maintenant tu vas au boulot tout de suite. Si jamais ils veulent faire des études supérieures, ils vont à Brest. Lorsque des personnes sont malades, ils vont à Brest pour se faire hospitaliser. Lorsque on a besoin de prendre l'avion ou le train, on va à Brest. Les ressources d'emploi, je vois que nous, on est à 10 minutes de Kergaradec. Les travaux qui se font sur le polder, les Capucins qui vont accueillir énormément de gens. 40% des supporters du Stade brestois habitent en dehors de la ville de Brest. Donc, moi, je dis que d'abord, on a la chance d'avoir une métropole à nos portes. En même temps, je ne vais pas faire le petit pousset. Nous aussi, on apporte des choses. On apporte l'espace, on apporte le littoral, on apporte des pépites comme la Sille, comme Tanguy, comme Primel Gastronomie, comme Algaïa, comme Agrimer, qui sont sur le territoire du Pays des Abers, ou Évin, qui est sur le territoire de la Côte des Légendes. Donc, c'est par la complémentarité qu'on peut progresser. Et donc, cette image de dire il y a les méchants brestois, je vois vraiment pas en plus au nom de quoi il y aurait des méchants brestois. Alors, c'est vrai que leur tentation, quelquefois, est de dire ils étaient bien contents que la tour de séchage soit envisagée, de la Sille soit envisagée à Guipava. Bon, je n'ai pas trouvé très bien que les élus de la métropole s'enorgueillissent, en fait, de ce transfert éventuel, qui malheureusement a d'ailleurs des difficultés. Mais je crois on est aujourd'hui dans un secteur, et quelquefois c'est les élus d'ailleurs qui raisonnent le moins bien dans ce domaine. La population, elle sait bien lorsque quelqu'un veut venir à la piscine. Les gens de Plouvien, ils vont pas dire « Ah, j'ai pas de piscine chez moi, donc je ne vais pas aller à la piscine ». Ils viennent à la piscine au Spadium Park de l'Esnevin ou bien ils vont au Relais Quérion. Et en revanche, lorsque des Brestois veulent aller à la plage, le Moulin Blanc, c'est pas mal. Mais Cornargazelle ou bien Sainte-Marguerite ou bien la Grève Blanche, c'est quand même autrement mieux. Et c'est nous aussi qui entretenons ces plages, qui nous assurons que les eaux de baignade sont de qualité. Donc vraiment, je trouve que c'est notre rôle d'élu de persuader nos concitoyens qu'on a besoin les uns des autres. Brest a besoin du Pays des Abers, du Pays des Légendes, du Pays d'Iroise, du Pays de Landerneau, et nos 4 intercos, nos populations, ont besoin aussi de la métropole et de la ville de Brest. Il ne peut pas y avoir une ville pauvre au milieu d'un pays ou d'un territoire qui serait riche. Donc, c'est du gagnant-gagnant. Alors, justement, deuxième mandat, réélu comme président de cette communauté de communes du Pays des Abers en 2014. La fin, c'est 2020. Y a-t-il encore des travaux, des grandes lignes que vous voulez faire avant 2020 ? Alors, vous avez raison de poser cette question parce que souvent, on dit que sur un mandat qui dure 6 ans, certains disent que l'actuel mandat pourrait être prolongé d'1 an, mais je crois que c'est un tout petit peu remis en cause. Donc, ça va s'arrêter en mars 2020, normalement pour les municipales, et puis en avril ou mai pour les intercommunalités. La première année, on fait le bilan, on fait des prospectives. La deuxième et la troisième année, on travaille sur les projets. Puis on les réalise la quatrième, cinquième, et voire sixième année. Puis après, ou bien on arrête, ou bien on essaie d'en récupérer les fruits en disant, vous voyez, qu'est-ce qu'on a été bon, renouvelez-nous votre confiance. Nous, on a un peu travaillé comme ça. Alors, on a un projet qui est vraiment emblématique, auquel je crois énormément, qui est la rénovation du site de l'île Vierge. Le Pays de l'Esnevin, Côte des Légendes, à Ménéam. Ouais. Le Pays d'Iroise, à la Pointe Saint-Mathieu,
Et nous, on a le plus haut phare d'Europe et le plus haut phare du monde en pierre. Et je trouve qu'on ne l'a pas valorisé assez. Et qu'on a là, alors il n'y aura pas 100 000 personnes à y aller, ne serait-ce parce qu'il y a un environnement très délicat et qu'il faudra protéger la faune, qu'on est aussi sur un site classé monument historique. Mais avec la municipalité de Plouguerneau, avec M. Andrew Lincoln, qui est à la fois premier adjoint au maire de Plouguerneau et puis vice-président en charge du tourisme, et avec l'ensemble des communes et puis des conseillers communautaires et puis les conseillers municipaux de Plouguerneau, on s'est dit... Là, il y a un projet qui est à l'image de la réalisation au début de ce siècle du port de la Bervrac. C'est un projet de revalorisation touristique de ce site avec la création d'un gîte patrimonial dans la maison des gardiens. Donc on y travaille, c'est pas facile parce que on veut lui garder son caractère, le caractère qu'il avait avant donc qu'on l'acquiert, que le conservatoire du littoral l'acquiert et le mette à notre disposition pour faire ses travaux. Il y a toujours ce phare qui a aussi son rôle de vigie de la Manche dans ce secteur-là. Et puis il y a des contraintes, puisqu'on ne veut pas y amener de l'eau potable, qu'on ne veut pas y amener d'électricité. Donc la production d'eau potable sur site et la production d'électricité à partir d'éoliennes, petites éoliennes, je rassure tout de suite, de 4,50 m de haut, eh ben, ça pose des problèmes parce que selon nos interlocuteurs de l'État, ils nous disent les éoliennes devraient être plutôt ce côté-là ou plutôt ce côté-là. Et puis l'eau, est-ce que l'eau pluviale, vous pouvez l'utiliser pour laver le sol, mais pour faire la vaisselle, pour prendre votre douche, c'est pas sûr que lorsqu'il y aura des gens. Mais voilà, on y croit, on se bagarre pour ce projet qui fait l'objet aujourd'hui de demande d'autorisation auprès des services de l'État et on espère commencer les travaux donc au cours de l'année 2018. Je ne pense pas qu'au cours de ce mandat on pourra les achever, mais je pense qu'on aura avancé suffisamment pour que qu'on marque au moins le coup avant la fin de ce mandat. C'est un projet, il est estimé à combien ? Il est estimé aujourd'hui à 3 700 000 € avec... c'est pas rien. Ce n'est pas rien, avec quand même presque 2 500 000 € de subventions espérées. Ouais. Donc, reste 1 200 000, peut-être un peu plus, partagé pour 70% entre la communauté de communes et 30% la commune de Plouguerneau. Alors, est-ce que ça va créer des emplois, indirectement aussi, compagnie maritime? On partira du port de la Bervrac ou de l'île à Plouguerneau? Alors, c'est tout à fait prématuré de parler de ça. Je pense que les deux juste sont question, tout à fait conciliables. On travaille très très bien avec les vedettes des Abers et donc il n'y a pas de raison que ça ne se poursuive pas. L'objectif qu'on s'est donné, c'est que, alors qu'aujourd'hui, avant l'acquisition, en fait, l'affectation du bien au Conservatoire du littoral, on était entre 8 et 10 000 visites par an. On espère atteindre 20 000. Donc vous voyez, ça reste assez modeste, mais pour les raisons que j'ai évoquées. Mais au-delà de la possibilité donnée de visiter plus facilement, avec aussi un centre d'interprétation, parce qu'aujourd'hui, les gens, j'y vais, je monte dans le phare, si je suis fatigué, je reste en bas, je redescends, et puis qu'est-ce que je vais faire? Donc on voudrait aussi, dans le domaine touristique, rendre ce séjour à l'île Vierge, qui n'est pas immense, on ne peut pas se perdre, plus attractif, plus intéressant, donc un peu plus long. Et donc, ça ne créera pas énormément d'emplois, mais au-delà, on a envie de faire de ce phare, en plus, un phare, c'est une image de hauteur, de dynamisme, d'énergie, d'éclairement, donc un peu le symbole et l'emblème de notre communauté de communes et de l'ensemble du pays des Abers. Et puis en plus, ça serait une identité très forte, en même temps avec Ménéam. Ah, tout à fait, oui, Pointe Saint-Mathieu, l'ensemble des phares, dont ce phare de l'île Vierge, Ménéam, je pense que ça attirerait encore plus de monde qu'aujourd'hui sur notre beau littoral nord du pays de Brest. Alors justement, l'évolution, c'est des petites questions d'actualité, si vous le permettez. Oui, on parle sans arrêt, j'entends les élus, la baisse des dotations de l'État. Alors, vous êtes un homme politique depuis plus de 30 ans. Je voudrais bien avoir votre sentiment, vous qui
Vous êtes bien dans vos bottes, bien sur le terrain, et vous connaissez un petit peu la vie. Je ne sais pas si je suis bien sur le terrain, puis j'aime pas le mot homme politique, qui donne l'impression d'homme politicien. Je pense ne pas être politicien. Et je ne fais pas partie non plus... Vous n'avez jamais eu une carte politique, d'ailleurs? Non, jamais, non. Et je n'en aurai probablement jamais. Mais je suis profondément démocrate. Hein, donc voilà, il y a quand même certaines sensibilités politiques qui me donnent des boutons. Alors... On a une situation financière en France qui est mauvaise. Hein, on a un taux d'endettement qui ne peut pas durer. Évidemment, tout le monde se dit qu'il faut faire des efforts, mais ailleurs. Qu'on demande aux collectivités locales, que ce soit sous les 2 mandats précédents de M. Sarkozy et de M. Hollande, ou plus fortement encore depuis que M. Macron est président de la République, moi je considère que c'est normal. Après, quel est le niveau d'effort qui est demandé? Est-ce que ce que je trouve bien dans cette demande, c'est que ça nous oblige à choisir. Lorsque si vous l'êtes peut-être, immensément riche, vous ne vous poseriez pas la question, est-ce que j'achète une Porsche Cayenne? Pourquoi pas? J'ai envie d'une Porsche Cayenne, je l'achète. Est-ce que je vais dans les îles passer un mois de vacances? J'y vais. La question d'argent ne se pose pas. C'est votre cas? Non, c'est pas du tout mon cas, rassurez-vous. Nous, on a 3 ressources principales. Les impôts, les tarifs et les dotations de l'État. Si on ne se donne pas un certain nombre d'engagements, comme on se le donne au niveau familial, moi je touche telle retraite, moi je touche tel salaire, je ne peux pas répondre à tous mes besoins. Et donc, qu'est-ce que je choisis? Les collectivités, ça doit être pareil. Et donc, ça nous oblige à beaucoup plus de rigueur, beaucoup plus de vigilance. Donc, de ce point de vue, c'est très, très bien. Le risque, il est que cette ponction de la part des dotations de l'État soit tellement forte, ou bien qu'on oublie certains de répondre à un certain nombre de nos besoins. Je pense notamment aux besoins des plus fragiles, aux besoins des personnes très éloignées de l'emploi, aux besoins des personnes qui sont vraiment à faible revenu. On aura tendance, parce qu'on les entend moins, à les oublier. L'autre risque, c'est qu'on se dise ce qu'on n'a plus là, on va le prendre sous forme d'augmentation des impôts. Et donc l'effet serait évidemment nul, puisque si ça contribuerait, le cas échéant, dans un pays qui est quand même celui où les ponctions fiscales sont les plus élevées, pratiquement, je crois qu'on est les 2e sur l'Union européenne, après le Danemark, est-ce que pour autant, donc on a une... Voilà, chaque fois il faut se dire... est-ce que ce qu'on fait est bien? Est-ce que c'est nécessaire? Et quels moyens on met au service de cette ambition qu'on se donne? Alors, il y a un équilibre à trouver. Je ne vais pas pleurer parce qu'en plus, lorsqu'on nous annonce moins 5, moins 10%, la réalité, elle est quand même moins forte que ça parce qu'il y a des mécanismes de compensation par rapport à des richesses fiscales qui aboutissent à ce que, on augmente moins qu'on a augmenté, tout simplement. Les impôts locaux? Il faut éviter de les augmenter. Voilà, très bien. On arrive tout doucement à la fin de notre entretien, Christian Calvez, à l'invitation de notre président Gérard Michowicz. Vous êtes bien à Radio Émeraude? C'est une radio qui vous plaît, une radio rurale qui a été créée à Plouguerneau en 1983, date de la libération de la bande FM de François Mitterrand. Alors j'ai eu le plaisir de découvrir d'abord des bâtiments qui sont très adaptés, des gens qui sont passionnés, qui semblent techniquement très compétents, je n'irai pas au-delà, mais qui le sont certainement. Et c'est vrai que le choix a été fait par la communauté de communes, justement dans le cadre qu'on vient d'évoquer, de ne pas participer au fonctionnement des associations ou des organismes. On laisse ça dans ce domaine aux communes. En revanche, je suis persuadé qu'il y aura des occasions de se rencontrer et de trouver des intérêts communs dans des initiatives qu'on peut prendre pour valoriser telle ou telle action, pour la faire mieux connaître. Et de ce point de vue, Radio Émeraude est un vecteur sans doute indispensable. Donc on se reverra certainement. Je vous remercie. Donc vous soutenez notre radio? Je soutiens Radio Émeraude, bien sûr. Je vous remercie, Christian Calvez. Je rappelle que vous êtes le président de la communauté de communes du pays des Abers. Christian Calvez, comme on dit chez nous, dans les Abers et en Côte des Légendes,
continuer. Merci et Kenavo. Kenavo, merci.